Mali, référendum constitutionnel, la CMA, le cheval de Troie de Paris. Nous nous interrogeons ce matin. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Eh bien, Mesdames, Messieurs, au Mali, le référendum constitutionnel pourra-t-il se tenir à Kidal? La question se pose alors que les groupes armés du Nord, signataires de l'accord de paix de 2015, continuent de s'opposer au texte qui doit être soumis au vote des Maliens le 18 juin prochain. Or, les médias français font croire à l'opinion publique internationale que ces groupes armés contrôlent certaines parties du nord du Mali, à commencer par Kidal, fief des ex-rebelles indépendantistes de la CMA. D'ailleurs, nous nous sommes toujours posé cette question: qui entretient et finance justement ces rebelles? Eh bien, les groupes signataires de l'accord de paix appelleront-ils à voter non lors du référendum constitutionnel? Là encore, c'est une question. À ne pas participer au scrutin, s'opposeront-ils à son organisation? En tout cas, la décision n'est pas encore prise, indiquent plusieurs cadres de la coordination des mouvements de l'Azawad, les ex-rebelles indépendantistes qui contrôlent notamment la ville de Kidal. Même si l'un d'entre eux assure: nous ne sommes pas dans une logique de violence, nous ne mettrons pas à la pagaille le jour du vote. C'est ce qu'ils ont déclaré. À ce jour, les membres de la toute nouvelle autorité indépendante de gestion des élections, l'AIGE, ont été installés dans toutes les régions du Mali, sauf à Ménaka et à Kidal, justement. Ces informations ont été communiquées par la mission d'observation des élections du Mali, le modèle, qui rassemble une quarantaine d'organisations de la société civile malienne et qui s'est inquiété de cette situation auprès de l'AIGE. Ils se veulent rassurants, on attend de voir, explique d'ailleurs Ibrahima Sango, qui dirige la mission d'observation électorale pour le référendum prévu pour le 18 juin prochain. Deux réunions cruciales devaient d'ailleurs se tenir ce week-end. Oui, je parle de ce week-end qui vient de passer, dans le fief justement de ces rebelles. C'était ce week-end, c'était prévu pour le 3 juin 2023, interne justement au groupe signataire permanent, le CSP, composé principalement de la CMA et de cette plateforme. La seconde était prévue pour hier dimanche 4 juin 2023 avec une délégation de la médiation internationale pour le suivi de l'accord de paix de 2015 mené par l'Algérie et qui doit se rendre à Kidal pour rencontrer les groupes signataires. Jusqu'à preuve de contraire, eh bien, ces réunions, nous n'avons aucune information si elles se sont tenues ou non. À ce stade, il faut également dire, la participation du gouvernement malien à ces rencontres n'était justement pas prévue. Sur le fond, les groupes signataires déplorent que l'accord de paix de 2015 ne soit pas inscrit dans le projet de la nouvelle constitution malienne et que certaines de ces dispositions, notamment sur le processus de régionalisation prévu, ne soient pas suffisamment prises en compte. À leurs yeux, le texte qui sera soumis au vote représente donc un danger pour la pérennité de l'accord de paix. À se poser donc la question de savoir pourquoi. Pourquoi chaque fois il faut toujours que les rebelles s'immiscent dans les affaires internes des États. En tout cas, les échanges continuent avec le gouvernement de manière informelle et à travers la médiation internationale, assure d'ailleurs un cadre de la coordination de mouvement de l'Azawad. S'il semble très improbable que le texte constitutionnel soit modifié in extremis, les groupes signataires espèrent encore obtenir des garanties de la part du gouvernement de transition dirigé par le colonel Assimi Goïta. Voilà pourquoi nous également, nous nous intéressons ce lundi matin, Mali référendum constitutionnel, la CMA, le cheval de Troie de Paris, telle est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendome, homme politique. Il est notre invité ce 5 juin de l'an de grâce 2023. Patient Parfendome, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Joselengos, bonjour à nos nombreux internautes, à nos techniciens, à toute la grande famille panafricaine à travers le monde. C'est un plaisir d'être de nouveau sur votre plateau et merci pour cette invitation. Patient Parfendome, le 18 juin prochain prévu, on va le dire ainsi, le référendum du côté du Mali. Sauf que ce week-end, patatras, la CMA, la coordination de mouvement de l'Azawad, a failli sortir. D'ailleurs, 2 réunions étaient prévues ce week-end. Ils espèrent justement qu'on parle également d'eux dans la Constitution. Peut-on espérer que le 18 juin prochain, tout se passera
très bien du côté du Mali, même si jusqu'à preuve de contraire, pour eux, il faudrait que ça se passe également bien. Bon, je pense que c'est notre vœu que tout se passe bien, mais c'est aussi notre vœu qu'ils commencent à entendre raison. De toute façon, il y aura le référendum. Ce n'est pas la petite enclave de Kidal qui empêchera qu'il y ait un référendum. Oui. Mais on peut aussi saluer l'intelligence, la maîtrise et le sens de la retenue des autorités maliennes. Sinon, ils auront déjà engagé le coup de feu avec ces récalcitrants à la sorte de l'étranger qui ne veut pas entendre raison. Mais ce qui est aussi important à noter, c'est que je pense que du côté des impérialistes et de la France, il faut faire de MNLA et de l'enclave de Kidal une espèce d'abcès de fixation, n'est-ce pas, pour empêcher le déroulement normal de cette consultation référendaire qui donne la parole au peuple, qui donne la possibilité au peuple de sanctionner une proposition d'une nouvelle constitution qui sera adoptée pour tous les Maliens. Oui. Mais je pense aussi qu'il y a une crainte et une peur de la part de MNLA en refusant de participer à cette consultation, d'être mis hors jeu définitivement. Oui. Parce que on va bien voir, on verra bien qu'au-delà, en dehors, j'allais dire, de cette petite enclave de Kidal, le reste du pays, vraiment en osmose avec les autorités, participe, n'est-ce pas, à ce référendum. Et ça va mettre, comme je le dis tantôt, vraiment, ça mettra en difficulté ces supplétifs venus de l'extérieur sur le label de MNLA dans le jeu politique. Parce que là, c'est un acte politique fort qui est posé, où ils se sont auto-exclus et de la consultation et des négociations, mais surtout de la réflexion globale qui aboutit à cette constitution qui est proposée. Donc, on ne peut pas être responsable de leur propre turpitude. Et j'ai l'impression que c'est aussi une manière pour eux de revenir dans le jeu, parce que visiblement, voilà, ils ont l'impression que les patates sont cuites. Ils essaient de cravacher dur pour revenir dans le jeu et donner l'impression que, bon, de toute façon, ils ne veulent pas perdurer dans cette démarche de scission du pays. Oui, je pense que c'était une démarche irréfléchie de leur part, inopérant, mais qui manquait de bon sens. En s'auto-excluant de la grande concertation qui va aboutir à ce référendum, oui. Je crois qu'ils ont fait une erreur politique. Comment faire donc pour rattraper cette erreur politique? C'est à ce niveau que tout va se jouer. Mais au-delà d'eux, oui. C'est la France qui s'exclut du jeu, en interne, politiquement parlant, au niveau du Mali. Donc, si l'arme, ou bien, j'allais dire, le cheval de Troie qu'ils avaient, pour continuer d'influencer d'une manière ou d'une autre, le jeu politique interne au Mali s'auto-exclut elle-même du jeu. Quelle va être encore la possibilité de la France, politiquement parlant, d'influencer quoi que ce soit au Mali? Parce que sur le plan militaire, ils ont été boutés hors de Mali. Sur le plan diplomatique, ils ont subi des déculottées, dont la plus importante, vous le savez pertinemment, a été l'expulsion de leur ambassadeur. Oui. Donc là maintenant, il reste ce groupuscule et cette enclave de Kidal où les soldats français, jusqu'à un passé récent, je ne sais même pas s'ils sont complètement extraits de là, avaient pignon sur rue. Mais l'adoption de cette nouvelle constitution va recréer une nouvelle donne politique dans laquelle et même cette groupuscule de Kidal n'aurait plus aucune légitimité de se réclamer de quoi que ce soit. Donc, ils ont bien compris le danger qui est en train de s'opérer avec cette mutation, avec cette dynamique qui est en train de prendre corps. C'est pour cela, à mon sens, qu'ils tentent bien, autant que faire se peut, font fait de tout bois pour essayer, même en ramant à contre-courant, de revenir dans le jeu et de donner l'impression qu'ils sont enfin des acteurs susceptibles de participer aux négociations dans le cadre de l'adoption de cette nouvelle constitution. C'est pas facile pour eux, mais on comprend très bien qu'ils pilotent les manettes dans l'ombre. Aux autorités maliennes, premièrement, de garder le cap sur ce qu'ils se sont fixés comme orientation. Oui.
mais tout en maintenant une main tendue vis-à-vis de ce groupuscule. Moi, j'ai l'habitude de vous dire sur ce plateau, et je dirai jamais assez, le monde change. Les dynamiques qui s'opèrent, les lames de fond qui traversent le monde, n'évitent pas notre continent, n'évitent pas nos pays. Donc cette influence globale, à la fois mondiale, qu'elle soit pernicieuse ou pas, influence aussi nos États de nos pays. Dans le cas de l'Azawad, s'ils ont des gens qui réfléchissent un tout petit peu, ils vont quand même se rendre compte que le monde d'hier ne sera plus le monde de demain. La France est en décadence, pratiquement. Elle a perdu, même au sein de l'Europe, son rôle clé, j'allais dire même sur le plan mondial, de puissance d'équilibre. Elle n'est qu'une puissance d'appoint derrière les États-Unis, dont on n'a plus un grand rôle à jouer dans l'influence de la géopolitique mondiale. Bon. Elle était accompagnée dans son œuvre par des supplétifs qui venaient de Golfe arabo-persique, mais surtout des Émirats arabes. Ces différents États et régimes arabes ont tendance à décrocher vis-à-vis de la culture et de l'idéologie dominante occidentale. Oui. Ils décrochent lentement mais sûrement et dérivent vers le nouveau vrai pôle qui risque d'être le pôle majeur, le pôle essentiel dans le cadre de la création de ce nouveau monde multipolaire. Et ils ont bien pris conscience qu'ils n'ont pas intérêt à continuer d'affronter ceux qui sont les piliers, par exemple, des BRICS aujourd'hui sur le plan international. C'est le cas d'un pays comme la Russie qui est présent au Mali. Quel va être l'intérêt d'un pays comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, de continuer à soutenir, c'est-à-dire que comme une espèce de franchise autant pour moi, oui. La France en soutenant les rebelles de l'Azawad. Au nord, l'Algérie est pratiquement à l'intérieur des BRICS parce qu'elle ne fait que cogner la porte. Oui. Ils vont faire comment? Comment vont-ils faire? La Libye est dans un chaos plus ou moins contrôlé, dont rien de bon ne viendra là-bas. Et la France n'a plus aucune légitimité de parler comme puissance qui peut être le vecteur important d'une quelconque négociation pour les premiers termes au niveau de la bande sahélo-sahélienne. Donc c'est l'heure de déposer les armes. Dans leur marge de manœuvre, c'est violemment effrité. Et je pense que s'il y a des gens dans leur camp qui réfléchissent un peu, ils essaient de rattraper ce qu'ils peuvent rattraper pour rentrer, n'est-ce pas, dans cet accord qui débouche sur ce référendum et peut-être s'octroyer ou bien se négocier une petite autonomie régionale. Parce que là aussi, on parle de richesse. Vous savez qu'on l'a démontré 1000 fois ici. Ce qui apparaît être un désert, n'est-ce pas, de ce grand nord de Mali, c'est une terre qui est bourrée de richesse. C'est la raison principale pour laquelle, justement, l'enclave de Kidal a été sous l'administration qu'on connaît jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, la question des terroristes djihadistes n'est que le prétexte pour justement justifier le fait que la France devait toujours être dans cet espace pour la contrôler en manipulant, évidemment, les prétendus leaders de MLA et de l'Azawad. On ne sait même pas ce que ça signifie. C'est comme l'ambassadeur chez vous. Et voilà. Donc, c'est un jeu. C'est un jeu. C'est pas facile pour eux, mais ils essaient de revenir dans le jeu parce que visiblement les patates sont cuites. Plus que 13 jours justement pour ce référendum patient parfum d'homme. Pourquoi cette nouvelle loi fondamentale du côté du Mali fait peur à la France et à ses amis? Elle a fait, ils vont perdre. Vous posez une question qu'on ne poserait pas à Essen. Ouais, c'est ça le problème, parce que dans cette affaire-là, c'est l'éjection de la France en tant que puissance qui avait de l'influence dans un espace, dans cet espace. Or, partout ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à le dire. Même les analystes les plus pointus, mais les plus combattus en Occident le disent. Le monde est en train de changer. La France et ses alliés ne peuvent pas faire semblant de ne pas le voir. Le camp occidental impérialiste est en chute libre.
Chute libre. Et vraiment, là, la chute risque d'être aussi violente que la chute de Biden dernièrement. Je crois que vous l'avez vu, cette fameuse chute. Cette fameuse chute qui a fait le tour du monde. Le tour du monde, avec un sac noir qui n'existait pas. Bon, Sleeping Joe, il est dans ses habitudes. Ce sont souvent, comme on dit au Cameroun. Ça ne nous étonne pas. Donc, vous voyez. Donc, quand on analyse froidement tout ça, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose. La prétendue suprématie occidentale, la prétendue capacité pour eux de continuer à influencer le jeu sur le plan international, ça me nuise comme du beurre au soleil, au jour le jour. Ça se voit. Et leurs oukases, leurs tentatives de donner des injonctions au pays, pour que, avec des sanctions, pour que ce pays se mette à genoux, comme l'avait dit M. Bruno Le Maire, ressemble de plus en plus à une arlésienne. Ça ressemble, n'est-ce pas, à la contre-offensive ukrainienne qui n'arrive jamais. Parce que chaque fois qu'ils essaient de mettre la tête dehors, on écrase. Donc, je pense sincèrement que s'il y a des gens qui sont un peu futés dans ce groupe-là, le moment est arrivé pour eux d'aller négocier avec les autorités maliennes, parce que je suis en train de vous le dire. Sinon, ils risquent... Sont-ils vraiment futés, eux qui sont justement sous le zouk français? Vous savez, nos ennemis, s'ils sont en train de perdre ce qui est vrai, ils ne sont pas totalement bêtes. Il y a quand même là-dedans les gens qui sont plus ou moins intelligents. Bon, moi, je ne me fais pas de comment dire ça. Je sais pertinemment, de part de mon analyse, que l'histoire Lazare de MNLA, c'est une fabrication française. Vous avez vu que la première déclaration, ça s'est fait à la France 24, en direct. On existe, mais on proclame notre existence sur un plateau de télé français. Bon, ça fait rire un peu. Ça me rappelle la plupart de nos opposants, donc qui accordent souvent la primeur de leur déclaration dans ces chaînes, n'est-ce pas, dans ces médias mainstream. On me dira que oui, c'est parce que c'est là-bas qu'il y a beaucoup plus d'audiments. J'allais dire que c'est pour montrer patte blanche au patron. Et comme on est toujours dans l'ancien schéma qui voudrait que quand Paris a parlé, les Africains vont se coucher. Ils n'ont pas compris que le schisme, n'est-ce pas, la rupture s'est produite depuis très longtemps et ça n'a plus aucune influence ni sur les dirigeants pour la plupart, mais surtout sur les populations. Au contraire, ça joue l'effet inverse. Il faut le comprendre. Donc, je pense que comme du côté occidental, il n'y a pas que des idiots, ils se sont dit, au lieu de tout perdre, autant maintenir quelques hommes légers au cœur du dispositif qui est en train de nous échapper, parce que, comme disait quelqu'un, je n'aime pas citer son nom, parce qu'il a dit des bonnes choses concernant son pays, mais pour nous, c'était toujours des conneries, n'est-ce pas? C'était toujours des violences hors normes. On a peut-être perdu une bataille, mais on n'a pas encore perdu la guerre. C'est comme ça qu'ils s'imaginent. L'avenir nous le dira. Justement, parlons d'avenir, le 18 juin, c'est dans quelques jours. Et certains analystes pensent que s'ils n'ont plus un mot à dire justement dans cette nouvelle loi fondamentale, ils pourraient créer des troubles le jour du vote, le jour du référendum. Oui, c'est une possibilité. Mais ça serait des troubles circonscrits à la petite enclave de Kidal seulement. Et c'est ça qui ne va pas donner assez de portée, assez de valeur à l'acte qu'ils poseront. Ils vont tout simplement continuer d'être vus par les peuples maliens et même les observateurs étrangers sur le plan international comme une espèce d'abcès de fixation créé exprès par les ennemis du Mali et de l'Afrique, mais surtout de la liberté et de la démocratie, pour continuer d'embêter le peuple malien qui est décidé à reconquérir sa souveraineté. Et vu de cette manière-là, ça va être un groupe marginal qui va continuer à s'éparpiller dans les méandres du désert, mais qui n'aura plus une capacité de nuisance assez forte pour empêcher que justement le train qui va partir de la gare de Bamako de ce 18 juin-là puisse continuer allègrement, n'est-ce pas, son chemin jusqu'aux destinations du futur africain que nous attendons, où le Mali, heureusement pour nous, sera l'un des piliers qui va éclairer cette nouvelle destination. L'organe en charge justement de cette élection prévue pour le 18 juin prochain n'a pas placé de bureau de vote à Ménaka et à Kidal. Est-ce un problème? C'est pas un problème, c'est de dire votre objectif, c'est de saquer l'organisation de ce référendum parce que vous vous attendiez, et là c'est un petit piège. Je crois que les autorités ont très bien réfléchi. Votre objectif, c'était de démontrer à la face du monde que l'organisation de cette élection a été perturbée du côté de Kidal et de Ménaka par le biais
de votre sabotage. Parce que là, on devait instrumentaliser des gens, n'est-ce pas, des provocateurs, pour essayer de casser les urnes, de faire des choses comme ça. Donc, l'État malien ne prend pas ce risque. Il est OK. De toute façon, le reste du pays va participer au référendum. Les deux petits îlots de déstabilisation que vous voulez constituer, vous êtes encerclés par le vote des Maliens, par le choix des Maliens, et on verra comment. On verra comment vous allez vous en sortir. Pourtant, il y a quand même des habitants, des Maliens, à Minaka et à Kidal. Oui, mais heureusement qu'ils ne sont pas tous d'accord avec le MNLA, vous le savez pertinemment. Oui. Vous savez bien qu'il y a des dirigeants Touaregs, et pas des moindres, qui ont fait des déclarations ouvertes, qui sont originaires de cette région, et qui disent clairement, qui veulent entendre que mais ces gars-là qui parlent, ils parlent au nom de qui? De quel Touareg? Nous sommes originaires de là. Attention, il ne faut pas non plus qu'on tombe dans le... On essaie de construire les discours que nous faisons avec la rhétorique sur votre plateau. C'est une manière pour nous d'encourager ces résidus-là, de dire attention, voilà ce qui va vous arriver, mais cela ne légitime pas du tout leur poids prétendument politique au sein du Mali. Il faut qu'ils le comprennent. Souvent, peut-être, comme on va vite, nous sommes pris par le temps, ils peuvent donner l'impression que nous leur donnons quelconque poids politique. Pas du tout. Parce que je vous dis, les leaders authentiques de ces régions se sont prononcés ouvertement sur la toile. Allez voir les déclarations de ces leaders. Certains sont même des parlementaires au sein de l'Assemblée malienne. D'autres sont dans le gouvernement de Mali. Allez les écouter, ils parlent. Et ils disent ce que tout le monde sait. C'est que si le Mali n'a pas pu entrer à Kidal, ce n'est pas parce que l'armée malienne, comme on nous bassinait les oreilles, était assez faible que ça. C'est la France qui a refusé que cela se passe. On a vu monsieur, je crois, Hollande, venir au Mali, sans même informer Ibrahim Boubacar Keïta, et atterrir, Macron l'a fait aussi, et atterrir directement à Kidal. Mais c'est incroyable. Où l'armée malienne était interdite de rentrer et ni l'administration. C'est une ingérence grave. Normalement, si nous étions dans le cadre de constitutions assez robustes dans le cadre du panafricanisme, on aurait dû déclarer la guerre à la France. D'abord, on aurait dû bloquer le chef d'État français dans ces... Tu ne sors plus. Il faut que tu viennes expliquer à notre justice ce que tu allais faire là-bas. Mais vous, je ne sais pas si vous comprenez ça sur Lengos. Vous imaginez Ibrahim Boubacar Keïta aller en Corse faire des réunions avec les nationalistes corses et repartir de là. Donc voilà. Nous étions en 2017, un chef d'État français l'a fait, prend un hélicoptère, atterrit à Kidal, fait ce qu'il a à faire, fait une revue de troupes. Plus tard, le chef de l'État malien se lève, prend un avion pour aller atterrir, le retrouver et l'accompagner. Donc ce sont des postures anciennes, oui, qui n'ont plus aucune validité aujourd'hui. Aux politiques de MNLA de le comprendre et de tout faire pour s'arrimer à la nouvelle orientation politique, à la nouvelle donne politique au Mali. S'ils ne le comprennent pas, nous sommes désolés. J'ai tenté de manière amassée de vous expliquer la situation internationale qui prévaut aujourd'hui, les réalités de cette situation internationale. Ils n'auront plus les soutiens qu'ils espéraient avant pour continuer à semer le chaos, n'est-ce pas, la chienlit dans cet espace. Donc ça fait preuve d'une cécité politique et analytique grave qui risque de les conduire dans les poubelles de l'histoire. Ils ont plutôt intérêt pour résister comme groupe de pression, de rentrer dans le jeu et de tenter, n'est-ce pas, d'interpeller le pouvoir malien de leur volonté, enfin, retrouver. Je pense que les tibias, au moins une fois, auraient réfléchi un peu et auraient produit quelque chose pour se dire vraiment, ne nous larguez pas totalement. Parce que sinon, c'est fini. Nous ne sommes pas là pour demander aux gens de voter ou pas, mais le 18 juin prochain, c'est le oui ou le non. Vous êtes pour quoi? Quelle question? Je vous pose la question. 1 milliard de fois pour le oui, monsieur. D'accord. Nous sommes pour un Mali libre, pour un Mali indépendant, pour un Mali souverain. Si on était en mathématiques, il y a quelqu'un qui a parlé de mathématiques souvent sur le plateau, on devait se mettre égal 8. C'est le 8 qui doit l'emporter.
C'est lui qui doit l'emporter pour plusieurs raisons. Et la première raison, pour la première fois, la constitution dont va se doter le Mali n'est pas une constitution qui leur a été imposée depuis l'étranger. Ce n'est pas Maurice Duverger qui est venu rédiger une constitution pour les Maliens, le britannique grand constitutionnaliste français. Là, c'est la volonté propre des Maliens. Je pensais qu'il était vigneron. Allez savoir. Bon, voilà. Donc, je crois que les Maliens, il n'y a pas de débat là-dessus, il n'y a pas d'hésitation à faire. Nous vous appelons à voter pour un oui massif qui va donner beaucoup plus de légitimité à votre constitution, enfin la vôtre, et qui va, à mon sens, dégager la voie pour l'allée triomphale qui va vous permettre d'être enfin libre, d'être enfin indépendant, d'être enfin souverain. Beaucoup de personnes pensent que s'il y a le 8, le 18 juin prochain, certains Africains qui nous écrivent d'ailleurs tous les jours pensent que ce jour-là, le Mali devrait dire « c'est notre fête de l'indépendance ». Écoute, il revient aux Maliens de décider comme ils aimeraient bien décider. L'histoire est remplie de dates symboliques comme celle-là. Oui. Mais au moins, pour une fois, le monde entier et les Maliens découvrons que pour la première fois, la volonté légitime du peuple malien s'est exprimée. Et ça, cette date-là, qu'on la mette pas comme la fête de l'indépendance, qu'on la mette ou bien pas, elle occupera une place extrêmement importante dans l'histoire du Mali. Merci, Patient Parfendo. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Bonne journée à toutes et à tous.